Dans les rues poussiéreuses de Monroe, une petite ville du Sud, où les vieux panneaux fanés proclament encore « La loi marche main dans la main avec la confiance ». Un vent matinal glacé traverse les avenues, comme s'il refusait d'attendre l'aube pour révéler les vérités cachées. Les boutiques restent closes, leurs enseignes peintes à la main s'effacent sous une couche de poussière, et le rugissement des camions déchire le silence d'une ville qui se targuait autrefois d'être un havre de justice, un slogan aujourd'hui relégué à l'oubli. Mais ce matin, une injustice va éclater au grand jour, et nous avons besoin de votre voix pour la dénoncer. Si cette histoire vous touche, si elle fait bouillir votre sang, laissez un «Justice pour tous» dans les commentaires et partagez-la pour que personne ne puisse fermer les yeux. Jacques Leroux, officier de police, conduit sa voiture de patrouille rutilante, la radio éteinte, ses doigts tapotant nerveusement le volant comme s'il cherchait une fausse note dans le rythme monotone de la route. Pour Jacques, il n'y a pas besoin d'infraction claire, pas besoin de vitesse excessive, d'odeur suspecte ou de signal défaillant dans la base de données. Un simple pressentiment, une légère irrégularité dans la manière dont une voiture se déplace, suffit à faire clignoter ses gyrophares rouges et bleus. Il ne nomme pas cela du profilage racial, il appelle cela l'instinct professionnel, un terme qu'il brandit comme un bouclier pour justifier ses choix. Ce matin-là, une Lincoln noire mat, aux vitres non teintées, attire son regard. La voiture n'est pas délabrée, mais elle porte les marques du temps, comme si elle avait été autrefois chérie, puis laissée à l'abandon, un vestige d'une élégance passée. Elle avance lentement, avec une régularité presque insolente, sans à-coups, sans enfreindre la moindre règle du code de la route. Et pourtant, elle dérange Jacques. Dans le rétroviseur, il aperçoit le conducteur, un homme noir âgé, vêtu d'un gilet marron impeccablement boutonné, un chapeau de feutre gris posé sur la tête, des gants noirs aux mains, tapotant doucement le volant, les yeux fixés droit devant, sans jamais jeter un regard au miroir. Cette posture, cette dignité tranquille, agace Jacques. Une voiture pareille pour un vieux comme lui? Ça ne colle pas, marmonne-t-il, son ton chargé d'une suspicion venimeuse. Il actionne les gyrophares, et la Lincoln s'arrête immédiatement, sans la moindre hésitation, comme si le conducteur n'avait rien à prouver. Mais cette sérénité, cette absence de peur, irrite Jacques au plus haut point. Il sort de sa voiture, la main posée sur son holster, non par crainte, mais par une habitude ancrée par des centaines d'arrêts de personnes qu'il juge non conformes. Un euphémisme pour désigner ceux qui, à ses yeux, ne rentrent pas dans le moule qu'il s'est forgé. L'homme baisse sa vitre avec une lenteur mesurée, sans panique, sans regard fuyant. Son visage, marqué par les années, n'est ni hostile ni soumis, mais il transperce Jacques d'un regard si calme qu'il le met mal à l'aise, comme si c'était lui, l'officier, qui était scruté. « Bonjour », dit Jacques, d'un ton ni amical ni agressif, celui qu'on utilise quand on entre dans une pièce sans être prêt à engager la conversation. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» L'homme incline légèrement la tête, sans sourire, sans résister. « Je suppose que vous avez vos raisons, » répond-il d'une voix posée, presque trop calme. « Et je suppose que je ne devrais pas présumer de les deviner. » Jacques fronce les sourcils. La réponse n'est pas provocante, mais elle n'est pas docile non plus. C'est comme un miroir froid qui reflète son propre malaise, un éclat de vérité qu'il ne veut pas voir. « Où allez-vous » demande-t-il, haussant le ton pour reprendre le contrôle, comme si le volume pouvait rétablir son autorité. « À un adieu » répond l'homme, les yeux toujours fixés sur la route, comme s'il voyait au-delà de cet instant. « Qui est-ce mort » insiste Jacques, non par compassion, mais pour trouver une faille, un prétexte pour creuser. L'homme marque une pause, puis répond doucement. Une partie de l'histoire. Jacques plisse les yeux, déstabilisé. Cette réponse ne rentre pas dans ses cases, ne correspond à aucun script qu'il a appris. Elle n'a pas de poids légal, mais elle le désarme, comme une lame invisible qui coupe sans faire de bruit.
Il retourne à sa voiture, tape la plaque d'immatriculation dans le système. Tout est en règle. Pas une amende, pas une infraction, rien. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur. L'homme reste immobile, droit, impassible, comme une statue taillée dans un bois ancien. Jacques revient, déterminé à reprendre la main. « Votre pièce d'identité », ordonne-t-il. L'homme sort un portefeuille en cuir noir, usé par les années, et lui tend une carte ornée d'un sceau argenté à peine lisible. Jacques l'examine, retourne la carte, la scrute sous tous les angles. « J'ai jamais vu ça. Jolie contrefaçon », lance-t-il, un sourire narquois aux lèvres, mi-moqueur, mi-provocateur. L'homme ne bronche pas. « Si vous pensez que c'est faux, appelez pour vérifier, » dit-il, toujours avec ce calme exaspérant. Jacques s'attendait à une réaction, un éclat, une excuse maladroite, quelque chose qui lui donnerait un levier pour pousser plus loin. Mais rien. Cette courtoisie inébranlable le rend nerveux, comme s'il frappait dans le vide. « D'où venez-vous » insiste-t-il, la voix plus dure. « J'habite ici. »« Depuis quand ?»« Depuis avant votre naissance. » Pas d'insulte, pas de mépris, mais chaque mot tombe comme une sentence, un point final qui ne laisse à Jacques aucun espace pour manœuvrer. À ce moment, une femme d'âge moyen, Sophie, traverse la rue avec un sac de course. Elle s'arrête net, ses yeux s'écarquillent en voyant la scène. Elle sort son téléphone et commence à filmer, ses mains tremblantes. « Monsieur, vous n'avez pas le droit de le traiter comme ça !» crie-t-elle, la voix chargée d'indignation. Jacques se retourne, furieux, son visage rougissant. « Reculez, ou je vous arrête pour entrave à une opération de police !» aboie-t-il, pointant un doigt menaçant. Sophie recule d'un pas, mais continue de filmer, ses lèvres pincées, son regard oscillant entre la peur et une colère bouillonnante. « Vous devriez avoir honte !» lance-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Jacques l'ignore, mais ses mains tremblent légèrement. Il se retourne vers l'homme. « Ouvrez le coffre », ordonne-t-il, son ton maintenant tranchant comme une lame. « Pour quelle raison ?» demande l'homme, toujours calme, mais avec une pointe d'acier dans la voix. « J'ai un soupçon, quelque chose ne va pas. » « Voulez-vous mettre ce soupçon par écrit ?» Jacques expire bruyamment, ses narines frémissent. Il n'est pas défié ouvertement, mais il sent le contrôle lui échapper, comme du sable glissant entre ses doigts. À cet instant, un jeune garçon, Lucas, passe à vélo sur le trottoir opposé. Il s'arrête, intrigué, et sort son téléphone pour filmer lui aussi. Jacques se le remarque et hurle. « Toi là-bas, arrête de filmer, c'est une opération de police !» Lucas, à peine adolescent, baisse les yeux, intimidé, mais garde son téléphone allumé, caché derrière son guidon. Sophie, elle, ne cède pas. « Vous n'avez aucun droit de l'arrêter sans raison !» crie-t-elle, sa voix montant dans les aigus, attirant l'attention de quelques passants qui ralentissent, curieux. Jacques, sentant les regards peser sur lui, se retourne vers l'homme. « Ouvrez le coffre maintenant !» hurle-t-il, sa voix tremblante de frustration. L'homme, Marcel Dubois, détache sa ceinture avec une lenteur délibérée, sort de la voiture, sa posture droite, presque solennelle. « Je vais l'ouvrir, » dit-il. « Mais si vous ne trouvez rien, que ferez-vous ensuite ?» Jacques reste sans réponse. Il est formé à détecter des fautes, à chercher des preuves, pas à affronter quelqu'un qui, par sa seule présence, met en lumière l'absurdité de ses accusations. Dubois marche vers l'arrière de la voiture, sort une clé usée, aux bords argentés marqués par le temps, et ouvre le coffre. À l'intérieur, un bouquet de fleurs blanches enveloppées dans du papier craft, un vieux chapeau plié avec soin, et une petite boîte en bois gravée du nom « Dubois ». « Qu'est-ce que vous voulez vérifier ?» demande-t-il, sa voix douce mais ferme. « Je n'ai pas d'arme, je ne cache rien. Je transporte juste un souvenir. » Jacques fixe le contenu du coffre, déconcerté. Rien n'est suspect, mais rien n'est ordinaire non plus. Ce bouquet, ce chapeau, cette boîte, tout semble chargé d'une signification qu'il ne peut saisir.
Sophie, toujours en train de filmer, laisse échapper un sanglot. Vous voyez, il n'a rien fait. Pourquoi vous le traitez comme un criminel? Crie-t-elle, sa voix brisant le silence de la rue. Lucas, de l'autre côté, murmure à un ami qui s'est arrêté près de lui. C'est pas juste. Pourquoi il fait ça? Jacques, sentant la pression monter, tente de reprendre la main. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui possède une voiture comme celle-ci, lâche-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Vous portez un gilet de grand-père, mais vous conduisez une Lincoln. Ça ne va pas ensemble. Ces mots, crachés avec une arrogance venimeuse, font tressaillir Sophie. Comment osez-vous? Hurle-t-elle, avançant d'un pas, son téléphone tremblant dans sa main. Vous le jugez à cause de sa couleur de peau. Jacques se retourne, furieux. Je fais mon travail, aboie-t-il. Et toi, arrête de filmer ou je te mets en garde à vue. Sophie recule, mais ses yeux brillent de larmes et de rage. Vous devriez avoir honte, répète-t-elle, sa voix résonnant dans la rue déserte. Dubois, impassible, regarde Jacques droit dans les yeux. Vous faites votre travail, je comprends, dit-il, sa voix calme mais lourde, comme un verdict prononcé sans hâte. Mais ce travail ne vous donne pas le droit de décider qui je suis. Ces mots frappent Jacques comme une gifle. Il n'a jamais été intimidé, jamais menacé, mais jamais non plus il n'a été aussi désarmé, non par la violence, mais par la dignité d'un homme qui n'a rien à prouver. Sophie, toujours là, filme en silence, ses larmes coulant sur ses joues. Lucas, sur son vélo, filme toujours, ses mains tremblantes. Un petit groupe de passants s'est formé, murmurant, pointant du doigt. « C'est quoi ce scandale? » lance une femme âgée, sa voix tremblante. Jacques sent la pression monter, les regards le brûler. Il se retourne vers Dubois. « Ouvre le coffre tout de suite !» hurle-t-il, sa voix résonnant comme un cri de désespoir. Dubois, sans un mot, rouvre le coffre. Les fleurs, le chapeau, la boîte en bois, rien de plus. « Vous voulez vérifier quoi? » répète-t-il, sa voix comme un écho de justice. Jacques reste figé, incapable de répondre. Sophie, les larmes aux yeux, poste sa vidéo en ligne. En quelques minutes, les commentaires affluent. « Honte à la police! Cet homme ne méritait pas ça! » Lucas, encouragé par la foule grandissante, partage sa vidéo, qui montre Jacques criant sur Sophie et insultant Dubois. La ville de Monroe, endormie, s'éveille sous une vague de fureur. Jacques, toujours debout près de la Lincoln, sent le sol se dérober sous ses pieds. Il rend la carte à Dubois, mais ses mains tremblent. « Vous pouvez partir », marmonne-t-il, sa voix à peine audible. Dubois remonte dans sa voiture, ajuste son rétroviseur, démarre. La Lincoln s'éloigne, lente, silencieuse, laissant derrière elle un silence lourd, comme une accusation muette. Jacques reste seul au milieu de la rue, les murmures des passants comme des aiguilles dans sa chair. Sophie, toujours là, le regarde avec mépris. « Vous ne méritez pas cet uniforme, » dit-elle, avant de s'éloigner. Lucas, sur son vélo, filme une dernière fois avant de partir. Jacques retourne à sa voiture, mais il ne démarre pas. Il fixe son badge, comme s'il attendait qu'il parle pour lui. Mais il ne dit rien. Et dans ce silence, il comprend qu'il vient de perdre quelque chose qu'aucun rapport ne pourra jamais justifier. Cette histoire n'est pas terminée. Elle commence à peine. Si vous ressentez la même colère, la même indignation face à cette injustice, laissez un « justice pour tous » dans les commentaires. Partagez cette histoire, faites entendre votre voix. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est celle d'une société qui doit choisir. Fermer les yeux ou regarder la vérité en face. Dans les heures qui suivent de l'arrêt injuste de Marcel Dubois, la petite ville de Monroe s'embrase sous une vague de colère silencieuse, une tempête qui ne rugit pas avec des flammes, mais avec des murmures, des regards accusateurs et des écrans allumés. La vidéo de Sophie, tremblante mais implacable, se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux,
relayé par des milliers de doigts indignés. Chaque partage est un cri, chaque commentaire une pierre jetée contre le mur d'une injustice trop longtemps tolérée. Les images de Jacques Leroux, son arrogance crachée au visage d'un homme dont il ignorait la stature, deviennent le symbole d'un mal plus profond, un mal que Monroe, avec ses panneaux fanés vantant la loi et la confiance, a laissé prospérer dans l'ombre. Mais Marcel Dubois, juge respecté de la Cour suprême, choisit le silence. Pas un mot, pas une déclaration, pas une interview. Ce silence, loin d'apaiser, attise la fureur collective, comme un miroir tendu à une société qui doit maintenant affronter son propre reflet. Et ce reflet est laid, cruel, insupportable. La vidéo, désormais vue par des dizaines de milliers de personnes, montre Jacques, le visage rouge de colère, hurlant sur Sophie, menaçant Lucas, un adolescent à vélo, et insultant Dubois avec un mépris si palpable qu'il donne la nausée. Les commentaires affluent, déchirants. Comment peut-on traiter un vieil homme comme un criminel? C'est ça votre justice? Honte à la police de Monroe. Mais ce n'est pas seulement Jacques qui est visé. C'est tout un système, une machine rouillée, qui a permis à un homme comme lui de brandir un badge comme une arme, de juger un autre homme sur la couleur de sa peau et la marque de sa voiture. La ville, autrefois endormie sous le poids de ses routines, s'éveille dans un tumulte de voix. Les habitants, ceux qui passaient sans regarder, ceux qui murmuraient sans agir, se retrouvent face à une vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et cette vérité, portée par la dignité silencieuse de Marcel Dubois, devient une flamme qui consume les excuses et les justifications. Au commissariat de Monroe, l'atmosphère est irrespirable. Jacques Leroux, convoqué par son supérieur, le capitaine Henri Valois, entre dans un bureau où l'air semble chargé d'électricité. Valois, un homme aux cheveux grisonnants et au regard fatigué, fixe l'écran de son ordinateur où la vidéo tourne en boucle. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» demande-t-il, sa voix basse mais tranchante, comme une lame qui n'a pas besoin de crier pour couper. Jacques, les bras croisés, tente de garder son assurance. « J'ai suivi mon instinct, capitaine. Ce type, il n'avait pas l'air à sa place. Une Lincoln, un gilet de grand-père, ça ne collait pas. » Valois lève les yeux, son regard perçant. « Pas à sa place. C'est Marcel Dubois, Jacques, un juge de la Cour suprême, un homme qui a écrit des lois que tu es censé faire respecter. Et toi, tu l'as traité comme un voleur de voiture. » Jacques hausse les épaules, mais ses doigts tapotent nerveusement sa cuisse. Je ne pouvais pas savoir qui il était. J'ai fait mon travail. Valois frappe du poing sur le bureau, faisant trembler une pile de dossiers. Ton travail? Ton travail, c'était de vérifier, pas de présumer. Tu as humilié un homme innocent devant des caméras. Et maintenant, toute la ville, non, tout le pays, te regarde comme un symbole de tout ce qui ne va pas dans ce système. Jacques, piqué au vif, se redresse. Et alors, les gens vont crier 2 jours, puis ils oublieront, comme d'habitude. Mais Valois secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Pas cette fois, Jacques, pas avec Dubois. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Cet homme n'a pas besoin de parler pour te détruire. Son silence est plus fort que toutes tes excuses. Jacques sort du bureau, le dos raide, mais une sueur froide coule dans son cou. Il sait que quelque chose a changé, quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et cette sensation, ce vide qui grandit en lui, est plus terrifiante que n'importe quelle réprimande. Pendant ce temps, la colère de la communauté s'organise. Dans un café du centre-ville, un groupe de citoyens se réunit, mené par Pierre, un céramiste à la retraite, ancien combattant dont la vie a été transformée par une décision de Marcel Dubois il y a 20 ans. Pierre, grand, les épaules voûtées, mais la voix ferme, parle à la foule rassemblée. « J'étais un gamin, accusé à tort d'un vol que je n'avais pas commis. J'avais 19 ans, pas d'avocat, pas d'espoir.
Dubois était jeune avocat à l'époque. Il a vu quelque chose en moi, quelque chose que personne d'autre ne voyait. Il m'a défendu, il m'a sauvé. Et maintenant, un flic arrogant le traite comme un criminel? Sa voix tremble, non de tristesse, mais d'une rage contenue. Ce n'est pas juste Jacques Leroux. C'est tout un système qui laisse des hommes comme lui agir sans conséquence. La foule applaudit, les poings levés, les yeux brillants de larmes et de détermination. Une adolescente, Claire, prend la parole, sa voix claire malgré son trac. À l'école, on nous apprend que la justice est aveugle. Mais pourquoi faut-il une vidéo pour qu'on croie à un homme innocent? Pourquoi faut-il que ce soit un juge pour qu'on écoute? Étape. Ces mots, simples mais percutants, résonnent dans la salle, et les applaudissements redoublent. Sur les réseaux sociaux, la tempête s'intensifie. Une journaliste indépendante, Héloïse, commence à creuser dans le passé de Jacques Leroux. Elle découvre des rapports internes, enterrés par le commissariat, montrant que Jacques a arrêté des dizaines de personnes, majoritairement des hommes noirs, pour des suspicions vagues, sans jamais trouver de preuves. Pire encore, elle trouve des preuves qu'il a délibérément effacées des enregistrements de sa caméra de bord pour éviter des enquêtes. Héloïse publie un article cinglant intitulé « L'instinct ou le préjugé », qui devient viral en quelques heures. Les hashtags #Justice pour Dubois et #StopLeroux dominent les plateformes et des manifestations spontanées éclatent devant le commissariat. Les pancartes brandissent des slogans comme « La loi n'est pas un jouet » et « Dubois mérite le respect ». Mais ce qui frappe le plus, c'est la présence d'un slogan peint en lettres blanches sur une banderole. Le silence de Dubois parle plus fort que vos badges. Au cœur de cette tempête, Marcel Dubois reste invisible. Il ne donne aucune interview, ne répond à aucun appel. Mais sa présence est partout. Une photo de lui, prise lors d'une conférence juridique des années plus tôt, circule en ligne. Un homme droit, le regard ferme, tenant un livre de droit comme s'il portait le poids du monde. Cette image devient un symbole, un cri silencieux contre l'injustice. À Monroe, les gens commencent à parler de lui comme d'une légende vivante, un homme qui, par sa seule existence, force les autres à se regarder dans le miroir. Mais ce miroir est cruel. Il montre une ville où les préjugés ont été tolérés, où les plaintes contre des officiers comme Jacques ont été ignorées, où le silence des institutions a permis à l'injustice de prospérer. Jacques, de son côté, sent la pression monter. Il est temporairement suspendu, mais cela ne suffit pas à calmer la foule. Lors d'une réunion interne au commissariat, il tente de se défendre. « J'ai fait ce qu'on m'a appris », crie-t-il, face à ses collègues, dont certains baissent les yeux, mal à l'aise. On nous dit de suivre notre instinct, de repérer les anomalies. J'ai vu une anomalie, j'ai agi. Mais un officier plus âgé, Michel, le coupe. Une anomalie? Tu as vu un homme noir dans une belle voiture, Jacques. C'est ça, ton anomalie? La salle se tait. Michel, habituellement discret, continue, sa voix tremblante de colère. J'ai servi 30 ans dans cette ville. J'ai vu des hommes comme toi détruire des vies parce qu'ils pensaient que leur badge leur donnait le droit de juger. Tu n'as pas seulement humilié Dubois, tu nous as tous humiliés. Jacques, rouge de honte, ne répond pas. Il sort de la réunion, poursuivi par les regards accusateurs de ses collègues. Mais le scandale prend une tournure encore plus sombre. Héloïse, la journaliste, reçoit une fuite anonyme. Un enregistrement audio d'une conversation entre Jacques et un autre officier datant de plusieurs mois. Dans cet enregistrement, Jacques plaisante sur ses arrêts, riant de la peur qu'il inspire aux conducteurs noirs. Il tremble toujours. C'est presque trop facile, dit-il, son rire résonnant comme un poison. La fuite est publiée et l'indignation atteint un nouveau sommet. Les réseaux sociaux explosent, les commentaires devenant des torrents de rage. C'est un monstre! Comment peut-il encore porter un badge? Dubois mérite des excuses publiques.
À Monroe, une manifestation plus importante s'organise, menée par Pierre et Claire. Des centaines de personnes marchent dans les rues, leur voix unifiée dans un chant. Justice pour Dubois. Justice pour tous. Au milieu de ce chaos, un incident aggrave la fureur collective. Lors de la manifestation, un officier novice, intimidé par la foule, utilise du gaz lacrymogène sans autorisation, blessant plusieurs personnes, dont une femme âgée qui s'effondre, suffocant. L'incident, filmé par des dizaines de téléphones, devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les images de cette femme, aidée par des manifestants en larmes, font le tour du pays. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire, et Monroe devient le symbole d'une crise plus large. Les éditorialistes demandent des réformes, les politiciens promettent des enquêtes, mais pour les habitants, ces mots sonnent creux. Ils veulent des actes. Ils veulent que Jacques soit licencié, que le système soit purgé, que Marcel Dubois soit entendu. Dubois, toujours silencieux, apparaît brièvement lors d'une conférence juridique à quelques kilomètres de Monroe. Il ne parle pas de l'incident, mais sa présence, droite et imposante, suffit à faire taire la salle. Les avocats, les juges, les étudiants présents baissent les yeux, non par honte, mais par respect. Un jeune étudiant ose poser une question. « Monsieur Dubois, comment gérez-vous l'injustice ?» Dubois le regarde, un sourire triste aux lèvres. « En continuant », répond-il simplement. Ces deux mots, prononcés avec une douceur infinie, deviennent viraux. En continuant. Ils résonnent comme un appel, un défi, une promesse que l'injustice, aussi écrasante soit-elle, ne peut briser un homme qui refuse de plier. À Monroe, la tempête ne s'apaise pas. Jacques, désormais isolé, reçoit des messages de menaces, mais aussi des lettres de soutien de quelques habitants qui partagent ses préjugés. Ces lettres, lues en secret, ne lui apportent aucun réconfort. Il sait qu'il est devenu un paria, non seulement pour la ville, mais pour sa propre conscience. Une nuit, incapable de dormir, il regarde la vidéo de l'arrêt. Pour la première fois, il voit ce que les autres ont vu. Un homme innocent, humilié sans raison, et un officier qui, sous le poids de son propre orgueil, a tout détruit. Il éteint l'écran, mais l'image reste gravée dans son esprit. La communauté, elle, ne s'arrête pas. Claire, l'adolescente, lance une pétition pour exiger une enquête indépendante sur le commissariat. Pierre organise des ateliers pour discuter du racisme systémique, invitant des habitants de tous horizons. Héloïse continue de publier, mettant en lumière d'autres cas d'abus ignorés par les autorités. Et au centre de tout cela, le silence de Marcel Dubois, comme une boussole, guide la ville vers une question essentielle. Que signifie vraiment la justice? Cette tempête silencieuse n'est pas seulement celle de Monroe. Elle est celle de chaque ville, de chaque communauté qui a fermé les yeux trop longtemps. Elle est celle de chaque personne qui, face à l'injustice, choisit de parler, de filmer, de marcher. Et elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité, nue et implacable, n'aura pas été reconnue. Si cette histoire vous a révolté, si elle vous a fait sentir le poids de l'injustice, laissez un « Justice pour tous » dans les commentaires. Partagez cette histoire, parlez-en, faites-la vivre. Et si vous pensez que rien ne doit changer, alors regardez à nouveau la vidéo de Marcel Dubois et demandez-vous « Qu'auriez-vous fait à sa place ?» La tempête silencieuse qui a secoué Monroe ne s'éteint pas. Elle s'enflamme, transformant la petite ville en un creuset de révolte où chaque pavé, chaque murmure, chaque regard brûle du poids d'une vérité trop longtemps ensevelie sous le vernis des convenances. Marcel Dubois, juge respecté de la Cour suprême, demeure une présence imposante, un phare dans la tourmente, dont le silence résonne plus fort que les clameurs des foules en colère. La vidéo de son humiliation par Jacques Leroux, désormais visionnée par des millions à travers le pays, n'est plus seulement un témoignage d'injustice. Elle est une lame, un miroir implacable tendu à une société forcée de choisir.
détourner les yeux ou plonger dans l'abîme de ses propres fautes. Ce miroir, cruel et intransigeant, dévoile une vérité insoutenable. Monroe n'est pas une anomalie, mais un écho d'un mal systémique qui ronge les institutions, corrompt les consciences et fracture les cœurs. La colère, nourrie par des révélations accablantes et des abus mis à nu, atteint un paroxysme explosif, chaque nouvelle découverte jetant de l'huile sur un brasier qui menace de tout consumer. Les rues de Monroe vibrent d'une énergie fébrile. Les manifestations, désormais un rituel quotidien, attirent des foules hétéroclites, des étudiants aux yeux brillants d'idéalisme, des retraités portant le poids des années mais la flamme de la justice, des commerçants fermant boutique pour rejoindre les rangs, des mères serrant leurs enfants tout en brandissant des pancartes. Sous un ciel lourd de nuages gris, les slogans claquent comme des coups de fouet. Justice pour Dubois. Plus jamais ça. Le silence n'est pas une reddition. Une fresque, peinte à la hâte sur le mur d'une école élémentaire, capture l'attention. Marcel Dubois, droit comme un chêne, tenant un livre de droit, les yeux fixés sur un horizon invisible, avec ces mots inscrits en lettres écarlates. En continuant. Ces deux mots, prononcés par Dubois lors d'une conférence juridique, sont devenus un cri de guerre, un phare pour une communauté déterminée à ne pas plier face à l'injustice. Pourtant, une question obsède les esprits, murmurée dans les cafés, débattue sur les réseaux sociaux, criée dans les cortèges. Pourquoi Dubois reste-t-il silencieux? Pourquoi refuse-t-il de condamner, de réclamer réparation, de hurler sa douleur? Ce silence, pour certains, est une énigme frustrante. Pour d'autres, une leçon magistrale, un acte de résistance plus puissant que n'importe quel discours. Au commissariat, l'air est saturé de tension, comme si les murs eux-mêmes suaient de la peur et la honte. Jacques Leroux, suspendu mais toujours au centre de l'orage, est devenu un paria, un symbole vivant de tout ce que la ville rejette avec dégoût. Une nouvelle révélation, exhumée par Héloïse, la journaliste intrépide dont le nom est désormais synonyme de vérité à Monroe, frappe comme un coup de tonnerre. Un rapport interne, obtenu par un lanceur d'alerte anonyme, révèle que Jacques n'était pas une aberration isolée, mais le produit d'un système vicié. Pendant des années, il a été loué pour son taux de détection élevé, une statistique célébrée dans les rapports annuels du commissariat. Mais derrière ce chiffre, une réalité sordide. La majorité de ces arrêts ciblaient des hommes noirs, souvent sans motif valable, sans preuve, sans conséquences pour lui. Pire encore, le rapport expose que ses supérieurs, y compris le capitaine Henri Valois, ont systématiquement étouffé les plaintes déposées contre lui, les classant comme non fondées pour protéger l'image du département. Certaines plaintes, datant de plusieurs années, décrivent des scènes d'une brutalité glaçante. Des conducteurs forcés de sortir de leur véhicule sous des prétextes fallacieux, des insultes raciales murmurées hors caméra, des menaces voilées pour dissuader les victimes de parler. Cet article d'Héloïse, intitulé « La complicité du silence », publié sur une plateforme indépendante, devient viral en quelques heures, partagé par des milliers d'internautes écœurés. Les réseaux sociaux s'embrasent, les commentaires formant un déluge de rage. Ils savaient tout et n'ont rien fait. Valois doit partir et tout le système avec lui. Dubois mérite mieux qu'une justice corrompue. La colère s'intensifie lors d'une veillée organisée par Pierre, le céramiste à la retraite, ancien protégé de Dubois. Devant le commissariat, sous un ciel piqué d'étoiles, des centaines de personnes se rassemblent, tenant des bougies dont les flammes vacillantes projettent des ombres dansantes sur les murs. Pierre, grand, les épaules voûtées par les années, mais la voix vibrante de passion, s'adresse à la foule. Marcel Dubois m'a sauvé il y a 20 ans, commence-t-il, ces mots lourds d'émotion. J'étais un gamin perdu, accusé d'un crime que je n'avais pas commis. J'avais 19 ans, pas d'avocat, pas d'avenir. Dubois,
alors jeune avocat, a vu en moi ce que personne d'autre ne voyait. Il m'a défendu, il m'a donné une chance. Et maintenant, un flic arrogant, soutenu par un système pourri, ose le traiter comme un criminel? Sa voix se brise, mais il redresse la tête, les yeux brillants de larmes et de colère. Ce n'est pas juste Jacques Leroux. C'est une machine qui broie les innocents, qui protège les coupables, qui nous dit que certains d'entre nous ne méritent pas la dignité. Et nous, ce soir, nous disons « Assez ». La foule explose, scandant « Assez, assez », leur voix formant un grondement qui fait trembler les fenêtres du commissariat. Claire, l'adolescente dont la pétition pour une enquête indépendante a recueilli des milliers de signatures, monte sur une estrade improvisée, sa silhouette frêle contrastant avec la puissance de ses paroles. « J'ai 16 ans, dit-elle, sa voix claire perçant la nuit, et je suis déjà épuisée de voir des gens jugés pour leur peau, leur voiture, leur façon de marcher. Si un homme comme Marcel Dubois, un juge, peut être traité comme un moins que rien, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de l'avenir que nous laissons à nos enfants? » Ces mots, portés par une sincérité brute, font taire la foule, et des sanglots étouffés se mêlent aux murmures d'approbation. Une femme, tenant son bébé endormi, crie « Pour nos enfants, changeons ça !» Mais la fureur atteint un nouveau sommet lorsque Héloïse publie une interview anonyme avec André, un officier à la retraite qui a servi aux côtés de Jacques. Dans cet entretien, diffusé sous forme de podcast pour protéger l'identité d'André, l'ancien policier parle d'une voix brisée par la honte. « On nous disait de garder les rues propres », explique-t-il. Pour certains, ça voulait dire arrêter n'importe qui avec la mauvaise couleur de peau. Jacques était le meilleur dans ce jeu. Il recevait des félicitations, des augmentations, des tapes dans le dos. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé faire, j'ai honte, mais je ne peux plus me taire. Cette confession, crue et dévastatrice, est un coup de poignard dans le cœur de la communauté. Les habitants, encore marqués par l'incident du gaz lacrymogène lors d'une manifestation précédente, où une femme âgée avait été blessée, se sentent doublement trahis, par Jacques, mais aussi par un système qui l'a non seulement toléré, mais récompensé. Une nouvelle manifestation, la plus massive à ce jour, envahit les rues de Monroe. Des milliers de personnes, venues de la ville et des environs, marchent en rang serré, leurs pas faisant vibrer le sol, leurs voix unifiées dans un chant qui résonne comme un défi. Pas de justice, pas de paix. Au cœur de cette révolte, un incident dramatique fait basculer la ville dans une rage presque incontrôlable. Lors de la manifestation, un groupe de contre-manifestants, brandissant des pancartes défendant Jacques et dénonçant les excès des protestataires, s'en prend violemment à une jeune femme, Aïcha, une étudiante en droit tenant une pancarte où est écrit « Dubois, notre voix ». Aïcha, admiratrice fervente de Dubois, est bousculée, insultée avec des mots racistes qui font frémir la foule, et sa pancarte est déchirée en morceaux sous ses yeux. Elle tente de se défendre, mais un homme, le visage déformé par la haine, la pousse violemment, la faisant trébucher. La foule, horrifiée, se précipite pour l'aider, mais l'incident, filmé par des dizaines de téléphones, devient viral en quelques minutes. Les images d'Aïcha, les larmes roulant sur ses joues, mais le menton relevé, frappent comme un coup de massue. Debout, entourée de manifestants qui forment un cercle protecteur autour d'elle, elle s'adresse à la caméra, sa voix tremblante mais inflexible. « Vous pouvez déchirer ma pancarte, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me pousser, mais vous ne déchirerez pas ma conviction. Marcel Dubois nous a montré ce que c'est que de rester digne face à la haine, et je ne plierai pas. » Ces mots, relayés par les chaînes nationales, deviennent un cri de ralliement, un étendard pour une communauté au bord de l'explosion. Les hashtags #Aïcha debout et #en continuant dominent les réseaux et des messages de soutien affluent du monde entier. Jacques, cloîtré dans sa petite maison à la périphérie de Monroe, est un homme brisé.
Les lettres de soutien qu'il recevait au début, envoyées par une poignée d'habitants partageant ses préjugés, ont cessé. Elles sont remplacées par des messages de haine, des appels anonymes à minuit, des graffitis insultants sur sa boîte aux lettres. Mais ce qui le hante le plus, ce sont les lettres d'un autre genre. Celles qui ne condamnent pas, mais implorent. Une lettre, écrite à l'encre noire par une femme anonyme, le marque profondément. J'étais comme vous. Je jugeais sans réfléchir. Je croyais que l'apparence disait tout. Mais regardez Marcel Dubois. Voir sa dignité face à votre mépris m'a changé. Vous pouvez encore changer. Il n'est pas trop tard. Jacques froisse la lettre, ses mains tremblantes, mais il ne la jette pas. Elle reste sur la table de sa cuisine, un rappel constant de ce qu'il a perdu. Une nuit, incapable de supporter le poids de son propre reflet dans le miroir, il prend une décision. À l'aube, il se rend au commissariat, seul, ses pas lourds sur le gravier. Il dépose son badge sur le bureau de Valois, sans un mot, sans un regard en arrière. Le lendemain, lorsque Valois découvre le badge, il ne dit rien, mais un frisson le parcourt. Ce geste, discret mais lourd de sens, devient un symbole. L'aveu d'un homme qui, face au miroir de sa conscience, n'a pas pu soutenir son propre regard. Marcel Dubois, quant à lui, apparaît lors d'une audience publique sur la réforme de la justice, organisée dans une ville voisine. Il entre dans la salle, vêtu d'un costume anthracite, sa démarche lente mais assurée, comme s'il portait le poids du monde avec une grâce silencieuse. Lorsqu'il s'assied, un silence absolu s'abat sur l'Assemblée. Les avocats, les politiciens, les journalistes, tous retiennent leur souffle, suspendus à sa présence. Dubois prend la parole, non pas pour parler de l'incident qui a secoué Monroe, mais pour discuter de la justice, de l'équité, de la responsabilité. Chaque mot, prononcé avec une clarté presque douloureuse, semble chargé d'une signification plus profonde, comme s'il parlait à l'âme de chaque personne présente. À la fin de son discours, un jeune avocat, les yeux humides, se lève et pose une question d'une voix tremblante. « Monsieur Dubois, comment continuez-vous face à tant d'injustices, face à ce que vous avez vécu ?» Dubois le regarde, ses yeux brillants d'une sagesse forgée dans le feu. En continuant, répond-il, sa voix douce mais ferme. Il marque une pause, puis ajoute, « Parce que la justice n'est pas un sprint, mais un marathon, et chaque pas, même le plus petit, compte. » La salle éclate en applaudissements, un tonnerre qui semble secouer les murs, mais Dubois ne sourit pas. Il incline légèrement la tête, comme pour saluer une vérité plus grande que lui, et quitte la scène, laissant derrière lui une foule bouleversée, transformée par la puissance de son silence. À Monroe, les changements commencent à prendre racine, fragiles mais déterminés. Une enquête indépendante est lancée sur le commissariat, avec des experts venus de l'extérieur pour examiner des années de rapports enterrés. Valois, acculé par la pression publique et les révélations d'Héloïse, annonce sa démission lors d'une conférence de presse tendue, son visage marqué par la fatigue et la honte. « J'ai échoué, admet-il, sa voix à peine audible. J'ai laissé des injustices prospérer sous mon commandement. Je prends mes responsabilités. » Ces mots, rares dans la bouche d'un homme de son rang, sont accueillis par un mélange de méfiance et d'espoir. Une école locale, inspirée par le courage de Claire, modifie son programme pour inclure des cours sur l'éthique, les préjugés et la responsabilité civique. Une leçon, intitulée « Faire ce qui est juste, pas ce qui est facile », devient obligatoire pour tous les élèves, et Claire est invitée à parler devant l'assemblée scolaire. Ces mots simples mais puissants, résonnant dans l'auditorium. Pierre, avec l'aide d'Aïcha, crée une bourse au nom de Marcel Dubois pour soutenir les étudiants en droit issus de milieux défavorisés. Un hommage à l'homme qui a changé leur vie. Héloïse, désormais une figure respectée bien au-delà de Monroe, publie un livre, Le silence qui parle, qui retrace l'affaire et explore les racines du racisme systémique. Le livre, salué par la critique, devient un outil pour les enseignants,
les activistes, les citoyens ordinaires cherchant à comprendre comment une petite ville a pu devenir le miroir d'une nation. Mais ce qui marque le plus les esprits, c'est un geste simple, presque poétique. Dans le centre-ville, sur une petite place où les habitants se rassemblent pour les marchés hebdomadaires, une plaque est dévoilée lors d'une cérémonie sobre. Gravée dans le bronze, elle porte ces mots. En continuant, en hommage à Marcel Dubois, qui nous a appris que la dignité est plus forte que l'injustice. La foule, réunie sous un ciel clair, applaudit en silence, les larmes coulant sur de nombreux visages. Aïcha, debout près de la plaque, lit un poème qu'elle a écrit pour Dubois, ces mots flottant dans l'air comme une prière. « Vous avez marché seul, mais nous marchons avec vous. Votre silence parle, et nous écoutons. » La dernière scène se déroule sur une route déserte, à l'aube, alors que le soleil perce timidement à travers les arbres. Marcel Dubois marche seul, un carnet usé serré contre sa poitrine, son chapeau de feutre légèrement incliné. Il s'arrête, lève les yeux vers l'horizon, où une lumière douce caresse les champs endormis. Un sourire fugace traverse son visage, à peine perceptible, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Il reprend sa marche, ses pas réguliers, un métronome dans le silence du matin. Derrière lui, Monroe s'éveille, transformée, imparfaite, mais déterminée à nommer chaque chose par son vrai nom. Injustice, responsabilité, espoir. Cette histoire n'est pas seulement celle de Marcel Dubois. C'est celle de Sophie, qui a filmé malgré sa peur, de Lucas, qui a partagé la vérité avec le monde, de Pierre, qui a transformé sa gratitude en action, de Claire, qui a donné une voix à sa génération, d'Aïcha, qui a tenu bon face à la haine, d'Héloïse, qui a fait de la vérité une arme. C'est celle de chaque personne qui refuse de se taire, qui choisit de marcher, de parler, de changer. C'est l'histoire d'une société qui, face au miroir de sa conscience, a choisi de regarder, de reconnaître, de continuer. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait bouillir de rage contre l'injustice, laissez un « en continuant » dans les commentaires. Partagez-la, parlez-en, faites-la vivre dans chaque conversation, chaque cœur. Et si vous pensez que le monde n'a pas besoin de changer, regardez une dernière fois le visage de Marcel Dubois et demandez-vous, qu'auriez-vous fait face à ce miroir? L'histoire de Marcel Dubois, cet homme digne et silencieux, confronté à l'injustice brutale d'un contrôle policier discriminatoire, est bien plus qu'un simple récit. C'est un miroir tendu à chacun de nous, une invitation à examiner nos propres comportements, nos préjugés, et notre rôle dans la construction d'une société plus juste. À travers les 3 chapitres de cette saga, marqués par la colère, la révolte et finalement l'espoir, j'ai ressenti une palette d'émotions intenses. Indignation face à l'arrogance de Jacques Leroux, admiration pour la résilience de Dubois et un profond respect pour la communauté de Monroe, qui a transformé sa fureur en action. Cette histoire m'a bouleversé, non seulement par sa puissance narrative, mais aussi par les leçons universelles qu'elle porte, des leçons que nous pouvons et devons appliquer dans nos vies quotidiennes. Voici mes réflexions et les enseignements que j'en tire, ancrés dans une perspective française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité résonnent avec une force particulière. Tout d'abord, l'histoire de Marcel Dubois m'a frappé par la puissance du silence comme acte de résistance. Dans une société où les cris, les accusations et les confrontations dominent souvent les débats, Dubois choisit de ne pas répondre à l'injustice par la colère ou la vengeance. Son silence n'est pas une faiblesse, mais une force, une manière de refuser de se plier à un système qui cherche à l'humilier. Cette retenue, cette dignité face à l'adversité, m'a profondément marqué. En France, pays où les débats publics peuvent être passionnés et parfois polarisants, le silence de Dubois nous rappelle qu'il est parfois plus puissant de répondre par l'exemple que par des mots. Dans ma vie, j'ai souvent été tenté de réagir impulsivement face à une injustice, qu'il s'agisse d'une remarque blessante ou d'un traitement inéquitable.
Mais l'histoire de Dubois m'enseigne qu'il est possible de défendre ses convictions sans perdre sa dignité. Une leçon concrète que je retiens est de prendre un moment de recul avant de répondre, de choisir mes mots avec soin, ou même, parfois, de laisser mes actions parler pour moi. Par exemple, au travail, face à une critique injuste, je m'efforcerai désormais de répondre par des résultats, par un travail irréprochable, plutôt que par une confrontation directe qui pourrait escalader inutilement. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la responsabilité collective. La transformation de Monroe n'est pas l'œuvre d'un seul individu, mais d'une communauté entière. Sophie, qui a filmé malgré sa peur, Lucas, qui a partagé la vidéo, Pierre, qui a organisé des rassemblements, Claire, qui a donné une voix à la jeunesse, Aïcha, qui a tenu bon face à la haine, et Héloïse, qui a révélé la vérité. Chacun, à sa manière, a contribué à briser le mur du silence et à exiger justice. Cette dynamique collective résonne profondément avec la culture française, où l'idée de fraternité est une pierre angulaire de notre identité républicaine. Elle me rappelle les grands mouvements citoyens de notre histoire, comme les manifestations de mai 68 ou les mobilisations pour l'égalité des droits. Dans ma propre vie, cela m'incite à ne plus rester passif face à l'injustice, même lorsque je ne suis pas directement concerné. Par exemple, si je suis témoin d'une discrimination dans un espace public, une remarque raciste dans le métro, un traitement inégal dans un magasin, je m'engage à intervenir, que ce soit en soutenant la victime, en signalant l'incident ou en sensibilisant ceux autour de moi. Cette responsabilité collective commence par de petits gestes, un mot de soutien, un partage sur les réseaux sociaux, une conversation avec un ami pour déconstruire un préjugé. Un autre enseignement majeur est la nécessité de confronter nos propres préjugés. Jacques Leroux n'est pas un monstre isolé. Il est le produit d'un système, mais aussi d'une mentalité qui, à des degrés divers, peut exister en chacun de nous. Son instinct professionnel, comme il l'appelle, n'était qu'un euphémisme pour des préjugés raciaux profondément enracinés. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle nous oblige à nous interroger. Ai-je moi aussi jugé quelqu'un sur son apparence, sa couleur de peau, son accent? En France, où la diversité est une réalité quotidienne, il est facile de tomber dans le piège des stéréotypes, même inconsciemment. Par exemple, j'ai parfois remarqué que je faisais des suppositions sur une personne en fonction de son style vestimentaire ou de son quartier. L'histoire de Dubois m'invite à remettre en question ces réflexes. Une leçon pratique que j'appliquerai est de m'entraîner à suspendre mon jugement initial, à poser des questions plutôt qu'à présumer, à écouter avant de conclure. Cela peut commencer par des interactions simples. Au lieu de supposer qu'un collègue est moins compétent à cause de son jeune âge ou de son origine, je chercherai à comprendre son parcours, ses idées, ses aspirations. L'histoire souligne également l'importance de la persévérance face à l'adversité. Les mots de Dubois, en continuant, sont une ode à la résilience, un rappel que le combat pour la justice est un marathon, pas un sprint. À Monroe, les habitants n'ont pas obtenu justice en un jour. Ils ont marché, crié, écrit, organisé, encore et encore, malgré les obstacles, les contre-manifestations, les violences. Cette persévérance me touche particulièrement dans un contexte français, où les luttes sociales, qu'il s'agisse des droits des travailleurs, de l'égalité des genres ou de la lutte contre les discriminations, exigent souvent des années de mobilisation. Dans ma vie, cela m'encourage à ne pas abandonner face aux défis, qu'ils soient personnels ou collectifs. Par exemple, si je m'engage dans une cause, comme participer à une association pour l'inclusion ou militer pour des politiques plus équitables dans ma commune, je m'efforcerai de rester constant, même lorsque les résultats tardent à venir. Cela signifie assister aux réunions, même les jours où je suis fatigué, continuer à sensibiliser, même face à l'indifférence, et me rappeler que chaque petit pas compte. Enfin, l'histoire de Dubois
m'a appris le pouvoir de l'espoir et du changement. Malgré l'injustice initiale, Monroe n'est pas resté figé dans la colère. La ville a évolué. Une enquête indépendante a été lancée, des programmes éducatifs ont été réformés, une bourse a été créée, une plaque a été érigée. Ces changements, bien que modestes, sont des preuves que le progrès est possible, même dans les contextes les plus sombres. En France, où le pessimisme peut parfois dominer les discours sur l'avenir, cette leçon est un antidote. Elle me pousse à croire en la possibilité d'un monde meilleur et à y contribuer activement. Dans ma vie quotidienne, cela se traduit par des actions concrètes. Voter pour des représentants qui portent des valeurs d'équité, soutenir des initiatives locales pour la diversité, ou simplement engager des conversations difficiles avec mes proches sur des sujets comme le racisme ou l'inclusion. L'espoir, comme Dubois nous l'enseigne, n'est pas passif. Il se construit par l'action. En conclusion, l'histoire de Marcel Dubois est une source d'inspiration et un appel à l'action. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un donné, mais une conquête, un effort collectif qui exige du courage, de la persévérance et une remise en question constante. Dans une France où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont parfois mis à rude épreuve, cette histoire nous invite à incarner ces valeurs au quotidien. En restant dignes face à l'adversité, en assumant notre responsabilité collective, en déconstruisant nos préjugés, en persévérant dans nos combats et en cultivant l'espoir d'un changement possible. Marcel Dubois, par son silence, nous a donné une voix. À nous de l'utiliser pour bâtir un monde plus juste, pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, laissez un commentaire avec « En continuant » pour montrer que vous êtes prêt à poursuivre ce combat pour la justice. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres récits qui donnent du sens. Ensemble, faisons entendre nos voix et continuons à changer le monde, un pas à la fois. Et si vous pensez que cette histoire ne mérite pas d'être entendue, alors regardez à nouveau le visage de Marcel Dubois et demandez-vous, qu'auriez-vous fait à sa place?